On doit se taire sur des crimes actuels à cause d'une culpabilité imaginaire sur des crimes du passé. Et bien sûr, toujours, comme je dis, culpabilité fondée sur une base ethnique et transmissible aux descendants, une culture qui se vante d'être antiraciste, c'est surréaliste. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Oui, je vais répondre à madame d'abord. D'accord, je vais répondre à madame d'abord. Allez-y, madame. Comment est-ce qu'on va faire? Écoutez, moi je n'ai pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire en concret. J'ai parlé avec des membres du CIP vaudois pendant le repas. J'aurais dit par exemple, une des choses qui serait bonne, à mon avis, c'est de lire, je vous donne des tonnes de références, de lire des textes sur justement le fonctionnement des choses aux États-Unis, de comprendre comment ça fonctionne, de regarder, etc. Et alors aussi, comme ça vous êtes plus armé idéologiquement, à la limite, vous n'avez pas besoin de m'inviter, vous savez tout ce que je raconte. D'accord? Ben, c'est gentil de m'inviter, je suis content de venir, c'est pas ça, mais je veux dire, il n'y a pas besoin vraiment à la limite, c'est des choses que les mouvements pro-palestiniens devraient avoir complètement intériorisé, ce genre de choses. Et alors moi je dis pas à pas. C'est-à-dire qu'à chaque coup, vous dites, il y a quelqu'un qui est accusé de, quelles sont les preuves? Est-ce qu'il a le droit de se défendre? Moi j'ai écrit un très court texte. J'ai dit voilà, quand il y a des accusations d'antisémitisme, il y a trois principes. L'un, c'est qu'il faut définir ce que c'est. Si vous n'êtes pas liberté d'expression, si c'est un antisémitisme, vous trouvez la paix. Bon, moi c'est ça. Moi, c'est tout ce qui est antisémitisme, c'est juste pour la paix et la liberté d'expression. Il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, les preuves matérielles étaient basées sur des écrits, pas sur des on-dit, pas sur où on a rencontré quelqu'un, on l'a vu, on l'a pris en photo avec madame Nantel, monsieur Nantel, etc. Et troisièmement, on prend la défense. Et j'ai envoyé ça à quelqu'un qui m'a répondu avec beaucoup d'humour en disant si on pouvait signer de façon anonyme, beaucoup de gens signeraient. Et ça, ça reflète de nouveau le fond du problème. C'est que tout le monde est d'accord, mais personne ne fait rien. Et donc il faut réagir, il faut combattre au pas par pas, y compris dans le mouvement pro-palestinien. Il faut dire, si vous accusez des gens, comme par exemple, il semble qu'il y a des gens qui m'accusent, il faut dire, ils ont des preuves. Et en plus, après, les gens se défendent. Et alors, une fois que petit à petit, la société reprendra conscience d'elle-même et reprendra son droit, le droit à l'autodétermination, il est ici. Il est en Europe. C'est pas en Palestine. Ça ne sert à rien de plaider pour la libération de la Palestine quand on n'est pas libre. Je veux dire, je prends encore un exemple en Belgique, avec Dieudonné. Dieudonné est venu à Bruxelles il y a un an. Il a fait un spectacle dans une salle privée. D'accord? Il a loué une salle. Bon. Les flics sont venus. J'ai jamais. Oui, c'est vrai que je suis passé par là, mais un peu par hasard. J'étais pas au spectacle, mais. J'ai jamais. Enfin, si, j'ai vu autant de trucs, mais sans flics pour un spectacle. Une autotombe. Pour arrêter un spectacle. Ils ont arrêté le spectacle. J'avais des étudiants qui étaient là, qui sont sortis, ils m'ont raconté, ils sont sortis entre deux rangées de flics comme des terroristes. Et donc, ils ont fait évacuer la salle. Le lendemain, rien. Aucune protestation de personne. C'est contre la loi, c'est contre la Constitution, c'est contre... J'ai vu la plainte. Tous les principes sont violés. Et tout le monde a dit, mais, comment dirais-je, ils n'avaient pas demandé l'autorisation de faire jouer des données. Mais si j'ai une salle privée, je ne sais pas si c'est une salle privée ici, mais si vous louez une salle, vous ne demandez quand même pas à la municipalité ou, je ne sais pas, à la mairie, je ne sais pas comment appeler ça ici, comment dirais-je, l'autorisation de le faire venir moi, sinon la liberté d'expression n'existe plus. Vous louez une salle, vous dites voilà, on réserve une salle pour ce soir, etc. Et puis l'orateur, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez qui vous voulez. Après, on peut poursuivre, s'il y a des propos scandaleux, etc., mais pas préventivement. Et pas arrêter un spectacle qui est joué tout le temps à Paris. Quelqu'un peut prendre un train à Paris voir le même spectacle. Donc c'est de la pure intimidation. Et il n'y a personne qui a protesté, sauf sur un site très très marginal. Donc, je veux dire, ça montre la sionisation des esprits. On appelle ça comme ça. Et donc il faut combattre ça petit à petit. C'est pas une question de si vous aimez X ou Y ou Z, où est le droit? Récupérez vos propres droits à vous avant de vous battre pour les droits des Palestiniens. Oui, mais je voulais dire que, en fait, moi, personnellement, je suis accusée d'antisémitisme. Et puis, vraiment, je ne rien du tout. Parce que, bon, voilà, je suis même citée dans un des rapports, c'est facile. Et j'ai pris contact avec l'avocat, elle m'a dit ça ne sert à rien de faire un procès, parce que ça coûte et tu ne vas rien gagner. Alors comment ça fait? Et comme je le dis, petit à petit, parce qu'on n'est pas très... Je ne sais pas, quand il y a eu un attentat au métro Barbès à Paris en 1941 contre un soldat allemand, c'est le premier attentat, et il a commencé comme ça. Je n'ai pas fait des attentats, mais je veux dire, il
il faut commencer par petit à petit, il faut commencer par essayer. Il y a des procès, par exemple, Dieudonné, il a gagné, dans la tournée, il a gagné tous ses procès où on voulait interdire ces salles. Et donc, il faut se battre. Alors, on n'est pas obligé de le faire comme lui le fait, mais il faut se battre pas à pas pour faire respecter les droits des gens, les droits à la liberté d'expression, le principe de la liberté d'expression. C'était même pas une accusation, je l'ai même fait en défense. Oui, mais il faut se défendre. Moi, je trouve qu'il faut se défendre intelligemment. Moi, je ne dis plus quand j'étais. La première fois que j'ai été accusé d'antisémitisme, je dis enfin, je suis pas antisémite, la même chose là. Mais maintenant, je fais plus ça. Je dis quelles sont les preuves, quels sont vos arguments. Vous avez le droit de m'accuser, mais on n'accuse pas les gens sans preuve. Quelles sont vos définitions, quels sont vos arguments? Parce que c'est trop avoir intériorisé l'idée que si on est antisémite, on a tué des millions de gens, etc. Alors que, après tout, c'est un ensemble d'opinions, peut-être fausses, mais je veux dire, même les opinions qu'ils accusent d'antisémites, qui sont réellement, qu'on pourrait appeler réellement antisémites, sont encore des opinions. On m'avait dit que c'est parce que j'avais dit juif. Ah oui, effectivement. Voilà. C'est ça. Sauf positivement. Hein. Oui, mais Si vous dites par exemple qu'Israël est le pays, que Israël est le pays que Dieu a donné aux Juifs, ça vous pouvez dire. Oui, non, mais là, ils ont un moteur de recherche. Oui, c'est ils ça. cherchent tous les Oui, où il y c'est a ça. des juifs. C'est ce qu'ils m'ont dit. Là, ça ne veut pas dire, tu peux dire ça pour les juifs, C'est c'est ça. pas une classe. C'est ce qu'on a expliqué aussi à la c'est ça. Non, mais. Et puis ils ont dit qu'ils retardent tout ça, et après, les journaux. Alors, en gros, un procès, alors les journaux ont fait passer des textes comme ça. Voilà, c'est la chanson. Voilà. Oui, merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Lucina Radnan. Je suis citoyen de la Suisse et à la fois de la Turquie. Je me sens beaucoup plus proche du problème du Moyen-Orient. Je vous remercie de vos informations que vous avez citées. Mais je veux voir la chose différemment. C'est-à-dire que pas par la fenêtre de l'Occident, mais je vous invite à regarder une fois par la fenêtre des pays et de peuples opprimés. Peut-être que nous verrons autrement les choses après. Et par la suite, je vais vous dire la chose suivante. La question du peuple palestinien, le problème entre Israël et le Palestinien, ce n'est pas singulier. C'est un problème mondial qui dépend entre les peuples et les nations opprimées et les pays impérialistes. Nous ne pouvons pas faire sans en tenir compte de ça, de résoudre le problème palestinien. La raison, c'est que si on voit ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, avec la Syrie, c'est ce qu'on a vu avec l'Irak, qu'on a tué 1,5 million d'Irakiens. On a violé, je m'excuse d'État d'ailleurs, les dames, selon certains chiffres, 300 000 dames, on a violé. Selon certains chiffres, on a violé 650 000 femmes. Est-ce que ce n'est pas les droits de l'homme, ça? Ou, quand on tue un Occidental, je pense farouchement, quel que soit, en tant qu'humain, que ce soit un Français, un Suisse, un Américain, ainsi qu'intellectuel, je suis farouchement contre. Mais c'est un droit de l'homme, on fait de tout dans la presse. Et quand on viole autant de femmes, on se tait. J'invite, une fois pour toutes, mettez-vous en face de la réalité. Si nous voulons un monde meilleur, un monde équilibré, un monde mieux partagé, je vous invite à vous organiser dans ce sens-là. Merci. Oui, mais écoutez, la plupart de mes activités sont en fait pas tellement sur la Palestine, mais sur les libertés d'expression, mais sont liées à la critique de l'impérialisme américain. Mais moi, je remarque quand même qu'il y a une grande différence entre le comportement des États-Unis au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Depuis la fin de la guerre du Vietnam, justement, en dehors du Moyen-Orient, les États-Unis n'ont pas une politique aussi interventionniste que ce qu'ils ont au Moyen-Orient. Ils n'ont jamais envahi le Venezuela, ils ont envahi Cuba tout au début, mais sans vraiment envahir leurs propres troupes. Et la guerre du Vietnam les a considérablement refroidis contre les aventures militaires. Et si vous laissez tomber la possibilité d'une invasion militaire, vous déforcez, non, vous laissez tomber l'arme ultime. Par contre, au Moyen-Orient, leur politique est extrêmement agressive, comme vous le dites, avec la Syrie, l'Irak, etc. Mais, la question du rôle des milieux pro-israéliens dans la détermination de la politique américaine est une question qui, de nouveau, devrait être discutée. Parce que tout le
le monde présuppose que c'est motivé par le pétrole, mais comme je l'ai dit, je ne pense pas ça. Je pense que ça doit être une longue discussion. Par exemple, l'hostilité à l'Iran, je ne veux pas parler d'Irak, mais l'hostilité à l'Iran n'est absolument pas motivée par une volonté de contrôler le pétrole. Personne ne pense envahir l'Iran, l'occuper, payer le pétrole. Ça, personne ne pense à ça. La seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est que l'Iran ait des armes nucléaires, et même du nucléaire civil, parce que ça leur permettrait d'avoir du nucléaire militaire. Et c'est tout. Et comme l'a dit Chirac, ça n'a aucune espèce d'importance en ce qui nous concerne. C'est un problème général peut-être de prolifération, mais alors il y a le problème d'Israël, du Pakistan, etc. Le cas particulier de l'Iran ne pose strictement aucun problème, sauf pour Israël, et pas parce que l'Iran va attaquer Israël, mais parce que l'arme atomique chez les Iraniens, comment dirais-je, compenserait, serait un équilibre, si vous voulez, par rapport à l'arme israélienne, à l'arme nucléaire israélienne. Et donc, si vous avez une arme nucléaire que les autres en ont, c'est comme les Russes et les Américains pendant la guerre froide, vous neutralisez mutuellement. Les Américains pensaient avoir l'arme ultime, si vous voulez, en 1945 avec l'arme atomique, mais quand les Soviétiques l'ont eu en 1949, c'était fini. Et si les Iraniens l'avaient, ben, ça serait fini pour les Israéliens. Donc, ils veulent garder leur arme ultime, mais c'est ça la source du problème avec l'Iran. Il n'y a rien de. Je veux dire, il n'y a aucune. Je veux dire, les compagnies pétrolières pleuraient pour aller faire du commerce en Iran. Je me suis trouvé un jour, justement, à la télé française chez Tali, face à De Margerie, qui était le président. Directeur général de Total à l'époque, et c'est sûrement quelqu'un de tout à fait pro-pétrolier, pro-capitaliste, totalement cynique, etc. Mais il a dit qu'il voulait aller forer en Iran et qu'il en était empêché pour des raisons politiques qu'il n'a évidemment pas explicitées, qu'il n'a pas osé critiquer, etc. À mon avis, pour les raisons habituelles. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut examiner en détail. Moi, je suis absolument convaincu que la question palestinienne est particulière, dans ses implications et dans son intensité. Mais non, je ne dis pas ça pour exonérer les politiques impériales par ailleurs. Comme je dis, je passe plus de temps à les critiquer qu'à critiquer Israël. Mais je pense qu'il y a une singularité, et c'est ça ce qui est frappant au Moyen-Orient, c'est le risque de guerre globalisée, le risque permanent, l'antagonisme que ça crée au sein de nos propres populations, le problème effectivement de cette espèce de chape de plomb qui existe dans nos sociétés. Je pense que c'est un sujet sui generis, c'est important à résoudre. Qu'est-ce qui empêche certains pays, enfin pays ou monarchies, de faire du lobbying aussi? Je pense précisément au pays du Golfe, par exemple. Je ne pense pas qu'il manque de moyens financiers. Mais non, c'est pas une question d'argent chez bien. Ouais. Mais. Qu'est-ce qui les empêche? La force du. Ils sont aussi infiltrés, ou? Mais non, la force du. Mais d'abord, ils ne vont pas faire du lobbying chez eux, ils doivent faire du lobbying aux États-Unis. Oui, bien sûr, mais il y a une ligue contre la diffamation. Enfin, donc il y a l'Anti-Defamation League, qui est une ligue contre la diffamation, en fait, qui passe son temps à diffamer les gens et qui est unique contre les diffamations, soi-disant antisémites. Alors il y a l'analogue du côté arabe, mais ces trucs-là sont très impuissants. Évidemment, ils pourraient. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas une question d'argent uniquement, c'est une question. Oui, mais tout le verrou idéologique existe. D'accord? Ça fonctionne, tout le truc fonctionne comme une religion. Il faut faire sauter la religion, c'est pas facile de faire sauter la religion. La religion d'Occident, c'est cette espèce de culpabilité, cette vision sioniste des choses, etc. C'est pas une religion de masse comme l'était le christianisme, mais c'est une religion dans les élites qui est très bien implantée, qui est très difficile de déplacer. Quoi. Et donc s'ils faisaient du lobby, ils ont déjà fait l'Arabie Saoudite. Il y a eu des conflits, par exemple, comment dirais-je, Reagan, par exemple, a voulu vendre des avions avancés à l'Arabie Saoudite. D'accord? C'était une bataille terrible, il était très populaire. Moi, je ne l'aimais pas, mais il était très populaire et il a dû se battre comme un beau diable pour arriver à vendre ces armes à l'Arabie Saoudite parce qu'il y avait le lobby sur le dos. Après modification, de toute façon. Et en plus, ils les ont. Oui, mais alors, en plus, la différence avec les Israéliens, c'est que les autres les achètent vraiment. C'est ces pays-là qui entretiennent l'industrie militaire américaine et pas Israël pour les raisons que j'ai expliquées. Vous êtes favorable à la liberté d'expression, mais que pensez-vous des articles du Code pénal qui punissent vraiment en prison le fait de nier le génocide juif Que je pense des articles du Code pénal qui interdisent de nier l'Holocauste et l'incitation à la haine raciale.
Alors, ce sont deux questions tout à fait différentes. La première, c'est qu'il y a un fait historique, il y a une partie du jugement de Nuremberg, pas tout le jugement de Nuremberg, qu'on ne peut pas contester. D'abord, qu'on aime ou pas le jugement de Nuremberg, c'est un fait que c'était quand même des vainqueurs qui ont jugé les vaincus, et je ne vois pas très bien pourquoi on ne pourrait pas en principe le contester. Alors évidemment, on vit dans un âge où tout le monde cite Orwell, 1984, tout le monde est anti-stalinien, anti-communiste, etc. Et alors, il n'y a personne qui rit quand on fait des lois qui interdisent de nier l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut trouver de plus orwellien que cette idée de faire des lois qui interdisent de nier l'histoire? Je veux dire, alors, il faut aussi se poser la question, pourquoi fait-on ces lois sur ce point particulier et pas sur les autres? Alors, c'est intéressant de voir que, en tout cas en Belgique, on dit, oui, il faut aussi rajouter le Rwanda et alors aussi l'Arménie et aussi peut-être la Bosnie. Bon. Et pourquoi pas, je ne sais pas, la guerre. Comme oui, on ne va pas être antisémite, je veux dire, oui, on pourrait dire d'accord, mais on pourrait dire d'autres choses. Dire, où va-t-on s'arrêter les massacres des Indiens, le Congo belge? Je veux dire, c'est clair qu'une fois qu'on a fait cette loi, tout le monde veut s'engouffrer dans cette loi et on fait une histoire universelle qui est obligatoire pour tout le monde. Donc la logique de ce genre de loi est totalement absurde. Et en plus, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a écrit longtemps avant Israël, et ça n'a rien à voir de son problème, c'était le christianisme, c'est John Stuart Mill qui a écrit un livre que je vous conseille de lire sur la liberté d'expression qui s'appelle De la liberté. Et là, un des arguments qu'il donne, moi je suis physicien, comme vous savez peut-être, il dit la seule raison qu'on a de croire aux lois de Newton, c'est que tout le monde peut les attaquer. Je veux dire, vous n'avez pas vérifié les lois de Newton réellement, mais vous savez que n'importe qui peut le mettre en question, en principe en tout cas, et alors c'est un argument qui vous pousse à les trouver fiables. Et si les historiens acceptent qu'il y a des lois qui font qu'ils ne peuvent pas dire autre chose que ce qu'ils disent, ils minent leur propre crédibilité, ce dont certains se rendent compte et d'autres pas. Et donc la crédibilité que vous avez dans les historiens, c'est quand même basé sur le fait que normalement ils sont libres. Alors c'est intéressant aussi de voir avec ces lois que Gollnisch, qui est un haut dignitaire du Front National, a dit un jour dans une conférence de presse que les historiens devaient être libres de s'exprimer là-dessus, et pas sous le joug d'une loi communiste. Il a fait son numéro là-dessus, mais il n'a rien dit d'autre. Il a été suspendu 5 ans d'enseignement, sans paye, sans traitement, et il a été poursuivi. Et finalement, c'est toujours les cours les plus élevés qui sont les meilleurs défenseresses des principes, c'est la Cour de cassation en France qui a cassé sans renvoi, c'est-à-dire elle a dit allez vous faire foutre, tout le procès était mal fourré, etc. Mais il a fallu aller jusqu'à la cassation. Et bon, c'est pas cher. De nouveau, c'est toujours la même question. Chaque fois que je dis la bonne niche, pas nationale, c'est pas la question. Où est le droit? Si vous acceptez qu'on prenne la Constitution française, belge, suisse, etc., qu'on en fasse des confettis, alors vous êtes perdu. Or, c'est ce qui se passe. Ça, c'est le numéro 1. L'institution de la haine raciale, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'effectivement, moi, je suis d'accord qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas insulter les gens. On ne peut pas les diffamer. Bien que les gens qui luttent contre la haine diffament sans arrêt. On ne peut pas, à mon avis, on peut discuter du respect de la vie privée. Bon. Et on ne peut pas inciter à des actions immédiates illégales. D'accord? Si je mets un revolver sur sa tempe et vous dites tire, ça ne va pas, c'est pas couvert par les libertés d'expression. Ok. On ne peut pas provoquer de panique artificielle. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut pas dire. Mais l'incitation à la haine raciale, c'est ambigu. Parce qu'évidemment, si vous dites on va sortir, on va faire un programme dans les quartiers musulmans de la ville, ça c'est l'incitation à l'action immédiate. Le problème de l'incitation à la haine raciale, c'est que c'est vague. Précisément parce que pour toutes les raisons que j'ai dites, l'antisémitisme est vague. C'est utilisé à tirer la rideau. Alors par exemple, Mermet a été poursuivi pour incitation à la haine raciale. Dieudonné est toujours poursuivi pour incitation à la haine raciale. Mais je vous donne un autre exemple. Les campagnes BDS en France sont poursuivies pour incitation à la haine raciale. Les procureurs requièrent la prison ferme sur ces choses-là. Alors, ça c'est quelque chose que quelqu'un que j'aime bien, qui est Noam Chomsky, a dit depuis le début. Évidemment, quand vous faites ces lois, elles vont se retourner contre vous, contre les progressistes qui applaudissent ces lois. Parce que les progressistes naïfs disent « Ah, c'est quoi contre les racistes, les fascistes, le Front National, etc. » Mais évidemment, elles sont utilisées contre eux, parce que c'est une espèce des lettres de cachet qu'on a données aux organisations soi-disant bien pensantes, antiracistes, etc. Et qui alors poursuivent comme bon leur semble. Et rien que le fait d'être poursuivi, même si vous gagnez après 4 ans de procès, après je ne sais combien de frais d'avocat, etc., qui ne sont jamais pas remboursés, vous avez, c'est une arme d'intimidation formidable. Il y avait une madame à Bordeaux qui a mis 2 autocollants boycott apartheid sur des fruits israéliens dans un carrefour. J'ai vu ça dans le canard enchaîné, elle a eu 1 000 € d'amende. Alors,
elle a eu une réaction qui m'a vraiment stupéfait, parce qu'elle avait fait la même chose pour l'apartheid 20 ans plus tôt, et là, elle n'a jamais eu d'en est. Ce n'était pas raciste d'attaquer l'apartheid, mais incitation à la haine raciale. Et donc, si ça, c'est l'incitation à la haine raciale, alors en plus, elle a dit l'incitation à la haine raciale, c'est grave, et si c'était le cas, j'aurais dû le condamner plus lourdement. Alors, j'avais envie de dire, elle devrait être condamnée pour ne rien comprendre au droit, parce que justement, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que c'est des lois mal faites, et les lois mal faites sont une porte ouverte vers l'arbitraire, et l'arbitraire du pouvoir. Et donc, c'est pour ça que je prends ces lois. Mais évidemment, si elles étaient appliquées vraiment dans les cas, etc., mais elles ne le seront jamais, parce qu'en plus, c'est des lois qui ont en plus été faites de façon à permettre à des associations autoconstituées se proclamant comme ayant comme mission de lutter contre le racisme. Donc moi, je décide de lutter contre le racisme, et je vous poursuis parce que vous avez dit quelque chose qui ne me plaît pas. C'est-à-dire, il faut être un peu plus que ça, mais autoriser ces organisations à se porter partie civile, donc c'est pas le parquet qui initie ces poursuites souvent. Ce sont les organisations qui sont bien sûr au-dessus de tout soupçon, comme la LICRA, le MRAP, et des choses comme ça, qui vont poursuivre systématiquement dans les trucs. Pourquoi est-ce que alors qu'il y a fait le piège de ces lois au moment où on les a votées, on les a votées Ça, pourquoi la gauche est idiote, ça, c'est un long débat. Hein. Je veux dire, moi je pense qu'il y a eu des gens qui ont eu des réactions de liberté. Il y a eu Chomsky, par exemple, dans l'affaire Forisson, la première affaire Forisson, mais tout le monde est tombé dessus, il était impubliable en France pendant 15 ans, etc. Et ça a été surréaliste, les réactions à Chomsky lors de la première affaire Forisson. Mais il y a des lois, il y a des textes, il y a des tas de textes, mais le problème, c'est toujours le même, c'est que, par exemple, quand j'ai signé la pétition pour une loi qui était condamnée en vertu de la loi Guessot, donc je suis contre la loi, c'est normal que chacun le fait qu'on mette en prison quelqu'un sur la base de cette loi. Des gens m'ont attaqué, parce que des gens d'extrême droite qui avaient signé avec moi, etc. Je ne sais pas de quoi ils parlaient, parce que bon, je ne regarde pas tous les noms quand je signe un texte, parce que je suis d'accord avec le texte, je ne regarde pas l'identité de tous les signataires, etc. Je veux dire, tout le climat est malsain. C'est-à-dire que si vous faites des actions concrètes contre ces lois, alors si vous dites dans l'abstrait, oui, c'est pas bien fait, etc., mais dès que vous dites quelque chose concrètement, vous tombez dessus. Donc il y a encore le rempart secondaire, puis l'affaire de niche qui montre on abuse de ces lois, parce que même quand vous dites rien qui tombe sous le coup de la loi, vous êtes poursuivi à cause d'interprétations, de choses derrière la tête, etc., etc. Donc tout ça, ça crée un climat très malsain. On dit s'il faut combattre le racisme, mais ce que je trouve quand même curieux, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de telle loi, et ils ont quand même un président qui est métis, d'accord? Alors si, je ne dis pas qu'il y a pas de racisme aux États-Unis, je dis pas que la situation est tellement bien, mais pourquoi ont-ils élu Obama dans un pays où justement on peut tout dire, enfin dans ce sens-là, où il n'y a pas de telle loi, et ces lois-là, soi-disant, nous protègent du racisme, je ne suis pas très convaincu. Si je peux me permettre un petit commentaire, il me semble que, et j'étais tout heureux de voir que Noam Chomsky est d'accord avec moi, le fait qu'il y ait une vérité historique qui est officialisée par l'État et que l'État a le droit de condamner quiconque nie cette vérité historique officielle, c'est par essence fasciste. Et je veux dire, si on prend la négation de la Shoah, soit la personne qui nie la Shoah le fait en tant qu'historien, et à ce moment-là, aucun autre historien ne le prendra au sérieux parce que c'est un fait avéré, soit il le fait dans le but d'attaquer la communauté juive, et à ce moment-là, les lois font une incitation à la haine raciale. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi. Peuvent suffire à le condamner, mais le fait qu'il y ait une vérité officielle garantie par les textes de condamner quiconque la nie, non, pour moi ça c'est fasciste. Oui, mais il y a aussi quelque chose de très important que l'affaire de Niche a relevé, c'est que non seulement on a créé des délits d'opinion, mais on a créé des délits d'intention. Parce que justement, c'est ça ce que je n'aime pas, c'est de condamner. J'ai eu un débat avec le type qui dirige la police de la pensée chez nous en Belgique. Je lui ai dit, mais vous allez mettre toute la Belgique en prison, vous appliquez vos lois, écoutez tout ce qu'il dit dans les cafés, dans les trains, ça va à peine, on est raciste. Alors si vous poursuivez tout le monde dans les vestiaires des stades de foot, etc. Alors il m'a dit, oui, mais on attaque seulement des gens dont l'intention est de... Donc on juge l'intention des gens quand on les attaque. Mais il faut bien comprendre que l'intention ne constitue pas un délit. Il n'y a pas de délit d'intention. Il y a des délits. L'intention, c'est par exemple si vous tuez quelqu'un en accident de voiture, mais si vous l'avez fait volontairement, c'est différent que vous l'avez fait accidentellement. Donc l'intention compte. Parce que tuer quelqu'un n'est pas légal. Mais si vous dites qu'il ne doit pas y avoir de délit d'opinion, alors l'intention derrière l'opinion ne doit pas être un délit.
Or, ce qui se passe avec Denis, c'est qu'on a jugé l'intention. Il n'y a pas de truc matériel dans ce qu'il a dit. On a dit, ouais, le Front National, on sait ce qu'il veut dire, etc. Moi, je trouve ça très dangereux si on commence à abolir des conquêtes des Lumières qui sont aussi fondamentales de la liberté d'expression et en fait l'abolition de l'idée qu'on peut connaître les gens pour leurs intentions indépendamment de ce qu'ils ont fait. Ça, on est parti pour la gloire. Moi, je trouve ça les deux très dangereux. Ça, vous avez bien présenté cette peur qui mine les politiques comme les journalistes de critiquer Israël. On voit que cette peur est justifiée avec toutes les anecdotes que vous avez données, voire avec les données en France. Mais selon vous, d'où vient cette peur? Parce que si c'est une minorité qui soutient réellement Israël, si la plupart des membres du Congrès aux États-Unis ont un profond mépris pour ce lever, je ne comprends pas. Est-ce que le lobby sioniste peut vraiment être aussi puissant? Mais parce qu'ils tirent sur tout ce qui bouge et les autres rentrent dans le rang, les gens sont là. Donc ils jouent sur la lâcheté humaine et le fait qu'il n'y a pas d'organisation pour les contrer. S'il y avait une organisation pour les contrer, mais une organisation imaginez une organisation qui se donne comme but explicite de lutter contre les lobbies sionistes en France ou même en Suisse ou aux États-Unis. Vous ne croyez pas qu'ils vont être assassinés face à la monnaie de l'antisémitisme alors que des gens qui ne font rien ne sont. Si vous créez un conseil représentatif des institutions non juives de France, par exemple, quelque chose comme ça, ou je ne sais pas, vous faites un truc pour la liberté d'expression. Mais déjà, je veux dire, il y a des ligues contre la censure, mais alors ces ligues contre la censure, ça fait presque toujours à des restants de la censure catholique, de trucs qui n'ont plus beaucoup d'importance, on peut en se fatiguant trouver des trucs sur le blasphème qu'ils n'ont pas très utilisés, etc. Mais ils ne s'attaquent jamais à ces trucs comme la loi Guesso, les lois antiracistes, etc. Et donc, si quelqu'un crée une telle organisation, mais si vous voulez lui donner son parti antisémite, quoi qu'on en pense, oui, ils ont créé ce genre de choses, mais ces trucs-là sont battus en plein vol. Donc, je veux dire, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais une organisation honnêtement libertaire qui ferait de façon, rien que cette question de la censure, mais qui le ferait de façon honnête et qui ne ferait pas que taper sur les musulmans ou que taper sur les catholiques et qui s'attaquerait aux questions que j'ai abordées, la liberté d'expression sur Israël, sur l'histoire, etc., ça va battre en plein vol. Donc, autant que ça, il faut la créer, il faut vous créer. Je veux dire, c'est ça ce que le mouvement pro-palestinien devrait faire. J'ai eu l'occasion de faire un voyage d'études en Palestine, en Israël, enfin plusieurs voyages. Et pour préparer le voyage, on a été visiter le ministère des Affaires étrangères et également le ministère des Affaires étrangères israélien. Et c'était très, très pertinent ce que vous disiez dans le sens où on a peur de critiquer. Le représentant des affaires étrangères du ministère suisse des affaires étrangères me disait en secret qu'il avait beau comprendre tous les problèmes qui se passaient en Palestine par exemple, il ne pouvait pas se permettre de dire quoi que ce soit parce qu'il savait que le lendemain, qu'à un moment, parce qu'il me disait de vous à moi, je sais qu'il y a quelqu'un d'une organisation qui va m'écrire immédiatement le lendemain à la ministère, à l'époque c'était Camille, pour nous casser, etc. Et il savait déjà à l'avance. Donc au bout d'un moment, il disait, je le fais une fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis je me tais. Finir raconte des histoires, par exemple, au Congrès, avant Internet, quand tout fonctionnait avec le téléphone, il y avait des gens qui disaient mais j'ai quand même pas envie de voter la énième augmentation du budget d'aide à Israël. 20 minutes après, il y avait des tonnes de coups de téléphone venant de ces électeurs pour faire pression. C'est comme ça tout le temps. Mais je veux aborder mon point enseignant en fait, c'est que à travers ce voyage en fait, on a pu visiter différents experts des colons israéliens, des Palestiniens chrétiens, etc. Je pense qu'il y a un aspect qu'on ne prend pas forcément en compte parce qu'on nous renvoie facilement d'un camp ou d'un autre. Alors, tu es pro-israélien ou tu es pro-palestinien. Si tu critiques les Israéliens, tu es anti-antisémite, etc., etc. On ne prend pas forcément en compte l'aspect humain des choses. On peut le remarquer, par exemple, dans le conflit,
si à ce jour il y a un Palestinien qui meurt injustement, ça n'aura pas la même valeur dans les médias qu'un Israélien qui meurt injustement. Non, bien sûr. Donc, il faut, et d'ailleurs même le ministère des Affaires étrangères israélien disait, bah, on a cette politique. S'il y a un monde parmi nous qui meurt, bah, il faut que de l'autre côté, lui meure. Pour les faire comprendre. Et de l'autre côté, si quelqu'un meurt, bah, on se venger. Parce que là, on n'humanise pas la douleur en fait. Et ça m'a marqué quand même. Et j'ai eu la chance de rencontrer une association sur place qui était des gens qui avaient perdu des enfants, des deux côtés. Donc, et qui faisaient le voyage des deux côtés. Parce qu'il faut savoir que sur place, il est formellement interdit d'aller de l'autre côté, de franchir la frontière. Sauf si on a un permis pour travailler. Mais j'étais impressionné de savoir par exemple qu'il y a une loi israélienne qui interdit aux citoyens d'aller visiter un Palestinien. Enfin, d'aller de l'autre côté. Donc ce qui fait qu'on reste dans ces clichés. Et je pense que ce qu'on peut nous faire ici en Suisse, c'est d'essayer d'être un peu l'intermédiaire de ces deux parties et d'humaniser les gens en fait, d'humaniser les émotions et de ne pas simplement dire que c'est un conflit complexe qu'on ne peut pas résoudre, etc. Le conflit n'est pas complexe, mais il n'est pas une question d'humaniser les deux questions, des deux. Vous n'aurez pas d'influence et ils s'en fichent des Suisses, ils s'en fichent de quoi,